Quand on débute dans le vin, et même plus on approfondit en fait, plus on découvre des termes méconnus qui peuvent nous impressionner. Et le risque, c'est de s'y perdre ou de ne pas savoir par où commencer. Alors on s'est dit qu'il était temps de vous faire notre liste des 5 mots essentiels à connaître dans le monde du vin. Moi, j'accueille très volontiers la notion de se lancer dans le bain du vin. Ça fait peur au début, mais à un moment, faut y aller. C'est tellement passionnant que voilà, on y va. Les bases du vin, c'est compliqué. Ça paraît compliqué, mais allez, il faut y aller, il faut se lancer. Donc, là, je pense que on a déjà fait quelques épisodes qui aident à plonger dans le grand bain, et cet épisode-là va contribuer à ça. Alors comme tu le dis, on a déjà au final une bonne vingtaine d'épisodes sur le podcast Bruit de Cave, donc on a eu l'occasion d'aborder quelques termes au fil des épisodes. Il y a certains mots sur lesquels on reviendra pas, même s'ils sont bien évidemment essentiels aussi. Bah oui, on pourrait mettre dans la liste des 5 mots essentiels, cépage, millésime, fût, œnologue, sommelier. Bon, pour ça, je vous invite à réécouter les épisodes dédiés sur notre podcast, on en a déjà parlé. Et alors, du coup, quels sont les 5 mots que tu as choisis pour aujourd'hui ? Alors, terroir, appellation, tanin, assemblage et arôme. Beau programme. Et pourquoi ces 5-là ? Bon, alors, pour plusieurs raisons. Déjà, on les entend un peu partout, parfois à tort et à travers. Donc, je voudrais bien qu'on remette les choses à plat. Ensuite, j'ai remarqué que parfois on les emploie sans trop savoir ce que ça veut dire aussi. Et puis, il couvre une bonne partie de la chaîne du vin, de la production à la dégustation, donc c'est bien pour ça aussi. Et puis, surtout, ils sont essentiels pour parler et comprendre le vin. Moi, je te propose de commencer par le premier que tu as cité, donc ce serait le terroir, et qui est, à mon sens, en plus, peut-être un des termes les plus obscurs quand on débute. Ouais, il est tellement utilisé à tort et à travers, par exemple, comme je disais tout à l'heure. Donc le terroir, pour le faire en une phrase, c'est surtout l'environnement de vie de la vigne et du vin. Alors, pour le détailler, ça comprend déjà la géologie, donc le sol, sa composition, on en parle beaucoup dans nos épisodes sur les régions, mais c'est vraiment l'élément essentiel de la typicité d'un lieu, et c'est ce qui impacte le profil des vins. Peut-être comme exemple un peu simplifié pour comprendre la différence, à Chablis par exemple, les sols sont calcaires principalement, mais il y a plein de petits fossiles, puisque c'était une mer tropicale il y a 80 millions d'années, donc ça donne des vins très purs, mais surtout une minéralité très marquée, surtout quand on laisse un petit peu de temps au vin pour vieillir en cave, et alors là... minéralité plus. Ensuite, notre exemple que j'aime bien utiliser, c'est celui de Châteauneuf-du-Pape. Il y a à la fois des endroits où il y a du sable et d'autres où il y a les galets roulés, les fameux galets roulés, des espèces de gros cailloux ronds là, qui emmagasinent la chaleur pendant la journée et qui la restituent pendant la nuit, et donc qui accélèrent le mûrissement des raisins. Un autre bon exemple, je trouve, c'est celui de Saint-Émilion à Bordeaux, sur la rive droite. C'est un sol d'argile, donc qui retient bien l'eau, et des sols plutôt froids. Et pour le cépage Merlot qui est majoritaire là, c'est idéal pour ce cépage-là. Donc la géologie, ouais. qui est dans le terroir, quoi d'autre ? Le climat. Le climat, on les classe en 3 types de climats différents, selon les régions et les pays. Il y a le climat continental. C'est le climat qui est plus à l'intérieur des terres et qui a surtout une grande différence entre l'été et l'hiver. L'été très chaud, l'hiver très froid, des étés secs et des hivers froids. C'est Chablis par exemple, ou même au niveau européen, l'Autriche, qui est vraiment au centre de l'Europe, loin de la mer. Il y a le climat océanique, à l'inverse, où il y a peu d'amplitude entre l'été et l'hiver, il ne gèle pas, il y a pas mal de précipitations tout au long de l'année, ça régule bien les températures, qui sont plutôt fraîches ou tempérées, mais il peut y avoir trop de pluie, donc de la pourriture, et voilà, ça c'est l'embêtement principal de ces régions-là. Bordeaux, par exemple, ou le pays nantais,
plus proche de la mer aussi, mais c'est aussi plus loin la Nouvelle-Zélande, parce qu'il n'y a jamais plus que 120 km entre les vignes et la mer. À aucun endroit en Nouvelle-Zélande, voilà, c'est comme ça. Donc il pleut beaucoup. Et puis il y a aussi le climat méditerranéen. Le climat méditerranéen, c'est aussi peu d'amplitude thermique, forcément, mais des températures plus élevées. Il fait plus chaud, c'est plus ensoleillé, et là tout autour de la Méditerranée. Mais c'est aussi un terme qu'on utilise ailleurs qu'autour de la Méditerranée. Par exemple, en Australie, au Chili, en Afrique du Sud, on utilise aussi le terme de climat méditerranéen. Voilà, donc pour la faire simple, plus il fait du soleil et chaud, plus les raisins sont gorgés de sucre et avec une acidité faible, donc plus il y a d'alcool dans les vins, plus les vins sont puissants. Évidemment, forcément, c'est mathématique. Voilà. Donc, après le climat, il y a la géographie, l'altitude, l'exposition, la proximité de l'eau. Voilà, c'est clairement... ça va avec le climat et le sol. Et puis en dernier, et surtout ne l'oublions pas, parce que ça fait vraiment partie de la définition du terroir, il y a le vigneron, la vigneronne, et son savoir-faire, que ce soit à la vigne ou au chai, notamment sur le choix du cépage, la taille de la vigne, la gestion des rendements, et puis après, bien sûr, la vinification, les assemblages, on va justement en parler. Voilà. Donc terroir, c'est géologie, climat, géographie, et ensuite vigneron, savoir-faire, etc. Donc assez complexe si on prend toutes les notions. Alors si on passe au deuxième mot, là c'était appellation que tu avais choisi. Oui, parce que l'appellation c'est quand même une sorte de classification du vin. En France on utilise une notion géographique pour ranger les vins. La plupart du temps sur une étiquette de vin il y a un endroit. Et c'est ce qu'on voit en plus gros sur l'étiquette. Voilà. En gros, le vin doit répondre à certains critères, il y a des cahiers des charges, pour bénéficier de l'appellation. C'est pas... faut rentrer dans les cases. Et c'est un signe de qualité, normalement. Alors concrètement, AOC, ça veut dire appellation d'origine contrôlée. Donc dans les critères, il y a la géographie, les cépages cultivés imposés dans l'appellation, éventuellement des rendements maximum, on peut imaginer, et puis parfois des contraintes de vinification ou de gestion de la vigne. Et puis si un vin ne remplit pas ces critères, qui sort de cette zone spécifique, on dit qu'il n'est pas en appellation, il peut être en IGP, ça veut dire indication géographique protégée. Et ça, c'est une zone, en général un peu plus large, qu'on peut utiliser. Chaque endroit fait partie d'une zone en IGP. Et éventuellement, si on veut s'affranchir de tout ça, par exemple cultiver un cépage qui n'est utilisé par personne d'autre dans le coin, et bien on peut passer en vin de France, on appelle ça vin de France. Alors c'est pas un critère qualitatif, on peut avoir des vins de France qui coûtent beaucoup plus cher que des AOC, tout dépend de ce que le vigneron a envie de faire, en tout cas, il n'a pas de contraintes et c'est sa liberté. Alors pour donner un petit exemple, un IGP par exemple, c'est souvent le nom d'une région. On a IGP Pays d'Oc, ça veut dire tout le Languedoc-Roussillon. Là, c'est immense. Mais il y a des IGP un tout petit peu plus spécifiques, donc des zones un peu plus resserrées ou plus précises. Donc, à l'intérieur de l'IGP Pays d'Oc, si on se trouve dans une autre zone, autour de Saint-Guilhem-le-Désert, par exemple, il y a une IGP Saint-Guilhem-le-Désert. Donc là, on est autour des terrasses du Larzac, qui font pourtant partie du Pays d'Oc. Mais voilà, c'est plus resserré. Ok, donc appellation, un terme, c'est assez important si on veut s'y retrouver, si on choisit soi-même son vin dans les rayons, par exemple. C'est important d'avoir cette notion de hiérarchisation globale des vins. Parce qu'ensuite, après, selon les régions, là, il y a des particularités, et c'est ce qu'on voit justement dans nos épisodes sur les régions avec notre Tour de France. Pour passer au troisième mot, ensuite, tu as choisi tanin. Oui. Alors, tanin, ça s'écrit tanin avec un N ou deux N, les deux sont autorisés. Les tanins, on ne les retrouve que dans les vins rouges. C'est un terme qui est utilisé en dégustation. En fait, l'origine, c'est les raisins. En fait, ça vient de la peau des raisins, des pépins aussi. Il y en a dans la peau, il y en a dans les pépins, et il y en a aussi dans le fût de chêne, parce que ça relargue une partie de tanin. Voilà, si le vin est passé en fût et si les fûts sont neufs.
ou récent, on va dire. En dégustation, ça se ressent comme une charpente. C'est la structure du vin. La sensation, elle est un petit peu râpeuse, parfois un peu astringente. Voilà, on peut ressentir une certaine amertume. C'est un peu comme si on avait laissé un sachet de thé infuser trop longtemps. C'est exactement la même impression, ça assèche un petit peu les muqueuses, l'intérieur des joues et la langue. Voilà. Par contre, ils s'assouplissent avec le temps. Donc, pour des vins de garde, le vigneron va accentuer un petit peu ça, laissant les peaux et les pépins fermenter ensemble un peu plus longtemps pour renforcer cette structure et aider le vin à avoir une aptitude au vieillissement. Effectivement, on l'entend pas mal quand on commence, c'est un vin super tannique, ce genre de choses. Bon, voilà. Donc Oui. là, c'est pas mal de savoir exactement de quoi on parle. Et à vous de vous entraîner la prochaine fois, Oui. au moment de déguster. On en arrive au 4e mot, assemblage. Alors oui, là, on rentre déjà un peu plus dans le détail. C'est un terme qui est lié à la vinification, que ce soit en rouge, en blanc ou en rosé. Et c'est le fait finalement, de mélanger des cépages ou des parcelles de vignes ou une partie en fût et l'autre sans fût. Voilà, c'est le fait de faire des mélanges. Alors, on n'utilise pas le mot mélange parce que c'est un peu péjoratif, mais on utilise le mot assemblage parce qu'en fait, c'est une sorte de jeu de dosage. C'est une possibilité que certains vignerons ont quand ils ont plusieurs cépages, par exemple. En Bourgogne, il n'y a qu'un seul cépage par couleur. Donc on assemblera peut-être plutôt des parcelles ou une partie en cuve, une partie en fût, comme tu disais. Voilà. Alors pour la faire simple, c'est un peu comme de faire un jus de fruits. Hein. On va dire on peut avoir du jus de pomme ou du multifruit. Voilà, c'est un peu ça. Mais chacun va apporter un équilibre, va jouer sur l'équilibre en apportant les qualités gustatives des différents cépages, par exemple, la complexité, et puis voir aussi de garder une identité qui est propre à chaque domaine. C'est pour le champagne, par exemple, on assemble pour avoir une homogénéité d'année en année. Mais voilà, il y a quelques régions ou des appellations qui sont connues pour faire majoritairement des vins d'assemblage. Ça, c'est plutôt la partie sud qui utilise l'assemblage comme mode de vinification et d'élevage pour produire les vins. Dans la vallée du Rhône, par exemple, on peut prendre l'exemple de Châteauneuf-du-Pape, qui a le droit d'assembler jusqu'à 13 cépages. Il y a 13 cépages autorisés dans le cahier des charges du Châteauneuf-du-Pape. On peut en utiliser 2. On peut en utiliser 5, on peut en utiliser 8, on peut en utiliser 13, selon ce qu'on a aussi à dispo, bien sûr. Et voilà, et selon les régions, selon les habitudes aussi, puis d'autres qui sont plutôt des vins en monocépage, comme en Alsace. Et donc on arrive à la fin maintenant avec le dernier mot, arôme. Et oui, alors je l'ai choisi parce que quand on débute dans la dégustation de vin, on adore reconnaître les différents arômes du vin. On trouve les fruits rouges, la pêche, la vanille, le cuir. C'est très gratifiant parce que ce sont des arômes qu'on connaît par ailleurs. Et ça, c'est quand même... ça fait partie du vrai bonheur de se lancer dans la dégustation de vin. Alors même s'il n'y a pas que ça, hein, on avait d'ailleurs fait un épisode sur déguster en vin. Allez-y pour en savoir un peu plus. Mais les arômes, on les trouve à la fois au nez et en bouche. Et ils sont plutôt classés selon leur origine. Les arômes du raisin, on appelle ça les arômes primaires. Ça, c'est la cerise, la framboise, le cassis, le buis, voilà. Des fruits frais ou des fleurs, quelque chose de frais, quoi. Quelque chose de frais à l'état brut, on va dire. Hein. Voilà, on peut avoir aussi les arômes qui sont liés à la fermentation et à l'élevage. Ça s'appelle les arômes secondaires. Ça peut être le beurre, par exemple, qui est lié à la fermentation malolactique. Ça peut être de la vanille ou de la noix de coco, qui sont des arômes liés à le fût, voilà, je voulais dire l'élevage en fût, pardon, la fermentation et l'élevage en fût, ou alors les arômes qu'on appelle tertiaires, qui sont les arômes de vieillissement, le cuir, le tabac, voilà, tous les champignons, l'humus, les arômes qu'on trouve en forêt, etc. Ça, ce sont des arômes qu'on trouve dans les vins qui ont vieilli. Voilà. Alors, comment les reconnaître ? Il faut s'entraîner.
faut s'entraîner vraiment d'en trouver un. Et on est super content d'en avoir trouvé un. Et puis la fois d'après, d'en trouver 2. Ouh, super. Voilà, et se féliciter parce que finalement, dans un vin, il peut y avoir des dizaines d'arômes différents. Et c'est pas évident d'en faire sortir un, de le ranger dans un petit coin de sa tête, d'essayer de plus le sentir, d'en chercher un autre, et de le ranger, et d'en chercher encore un autre. Voilà, c'est un exercice qui demande un petit peu d'entraînement, mais qui est merveilleux, parce que on peut replonger dans des souvenirs olfactifs qui viennent de loin, finalement, d'endroits où on a été, dans des arômes qui nous rappellent des choses d'enfance. C'est assez magique, hein. Et c'est là aussi où c'est assez personnel et où il ne faut pas se braquer si cette fois-ci on n'a pas senti la fraise parce que quelqu'un d'autre l'a senti. Tout à fait. En fonction de ses expériences. Subjectif. C'est totalement subjectif, et si on n'a jamais senti de fraise de sa vie, on risque pas de la sentir dans un vin. Bon, voilà un épisode à nouveau bien rempli qui devrait vous aider pour bien solidifier les bases avant de poursuivre votre exploration du monde du vin. Et dans le prochain épisode, on parlera des vins mutés. Et je suis sûre que vous en avez déjà entendu quelques noms, même si là, dit comme ça, ça ne vous parle peut-être pas. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3xvin.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.